Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous vous portez bien. Heureux de vous retrouver après un mois de vacances. Alors, très heureux ce soir pour trois raisons. La première, vous savez déjà qu'on a passé la barre des 1000 abonnés. Et je vous dis merci. Merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue. Et la deuxième information, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est le premier jour, on entame le nouveau mois, le mois de septembre, mais c'est aussi l'anniversaire d'une personne spéciale, d'une adorable sœur et collègue, Dr Marina Akwesi, une brillante cardiologue, à qui j'adresse tous mes vœux les meilleurs. Et je vous souhaite à vous aussi un bon mois de septembre et qu'il soit rempli de grâce et de joie pour tous. La troisième bonne nouvelle, c'est que je reçois deux brillants professionnels de la santé ce soir pour la rentrée des classes. Un brillant ORL et un brillant chirurgien dentiste. Alors oui, il n'y a que des brillants. Je vous offre les meilleurs parce que vous méritez le meilleur. Et je profite de l'occasion également pour remercier et rendre hommage à tous nos précédents invités, tous ceux qui sont passés dans les lives et qui ont bien voulu partager avec nous leurs connaissances. Merci pour votre engagement, pour votre partage de connaissances et vous êtes tous engagés dans la sensibilisation, dans l'information. Merci à tous et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans ce live. Je suis Dr Ismaël Hassani, je suis patho-gastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et sur cette page, vous l'avez bien remarqué, on ne parle pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons également tous les aspects ou tous les domaines ou tous les sujets de la médecine avec les experts adaptés à la question. Donc, ce soir, nous allons parler de l'halitose avec Dr Djegui Aldo et Dr Morel Aguia que je vais de ce pas inviter à nous rejoindre. Morel, bonsoir. Hello Doc, j'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Tu me vois? Oui, là, je t'entends très bien. Ok, Je vais bien, merci et toi? bien, merci également. On va prier pour que la connexion soit avec nous jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. On croise les doigts. Doc, Oui, j'espère. bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, je vais bien, je vais très J'espère bien. que tu vas bien. Ça va, tranquille. Ben, je vous laisse vous présenter. Morel, vas-y. Est-ce que je peux me présenter après ce que tu as fait tout à l'heure là? J'ai encore rien fait. Hein. Ah, ça va. Je te dis la vérité. Donc, Mieux, je rougis en même temps. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir à ceux qui étaient là depuis le début. Chers confrères, bonsoir à vous. Je suis docteur Morel Aguiar, docteur en chirurgie dentaire et diplômé de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, mais je suis de nationalité béninoise. Je pense que j'ai tout dit. Hein. oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ce n'est pas mon premier direct avec Dr Ismaël, c'est Dr Aldo Djegui, spécialiste en otorhinolaryngologie, c'est-à-dire les maladies des oreilles, du nez et de la gorge. Donc, Dr Morel, je suis très enchanté, très heureux de te connaître. C'est un vrai plaisir. Alors, moi, l'hôpital régional de Kolda, c'est Plaisir partagé. Merci à vous pour votre disponibilité et j'espère que ce live sera très enrichissant et très instructif pour tout un chacun de nous. Nous espérons. Et que la connexion de part et d'autre sera assez stable et fluide. Ah. On va espérer. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Morel, c'est quoi l'halitose? Directement comme ça. Oui, directement comme ça. Ok, d'accord. Re-bienvenue.
enfin, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ce soir, on va parler d'halitose et comme docteur Ismaël vient de le dire, l'halitose, qu'est-ce que c'est? L'halitose, on l'appelle communément mauvaise haleine. Au scientifique qui permet de pouvoir exprimer en fait En fait, c'est une en termes de, enfin, je cherche les mots simples en fait pour le dire. L'halitose, c'est juste la mauvaise haleine en fait, tu vois. Mais de façon scientifique et avec des termes simples, on va dire que bah, c'est dans l'air expiré qu'on sent une odeur. Lorsqu'un individu parle, lorsqu'il va respirer et tout, il expire de l'air. Et donc c'est ce terre-là en fait qui a une certaine odeur qu'on qualifie de mauvaise et du coup qui est l'halitose. Donc halitose égale mauvaise haleine égale voilà, odeur désagréable dans l'air expiré. Voilà. Très simple. Alors, halitose égale mauvaise haleine. Et enfin, l'importance de cette pathologie, je vais dire, relève de deux aspects, parce qu'il y a d'abord une notion un peu antisociale, où celui qui a l'halitose a une gêne relationnelle et qui peut être responsable d'un repli sur soi, d'une perte de confiance. Et d'autre part, il y a les difficultés thérapeutiques qui sont elles-mêmes liées aux difficultés diagnostiques, ce qui fait que le malade, parfois, il fait le tour entre plusieurs médecins et il est découragé, ça tâtonne. Et voilà. Donc, ce qui fait que c'est important d'en parler avec les experts de la question qui sont avec moi ce soir. Et Morel, la question suivante, comment poser le diagnostic de l'halitose? Le diagnostic, enfin, il y a pas 36 000 façons en fait. C'est juste de ressentir la mauvaise haleine lorsque l'individu en face de nous expire de l'air. Voilà, tout simplement. C'est un diagnostic qu'on peut faire soi-même, tout simplement en mettant la paume de sa main en face bah, de la bouche et du nez et on expire en fait et on essaye d'inspirer l'air en fait ensuite pour soi-même pouvoir savoir. Sinon, quelqu'un qui a une mauvaise haleine et qui est en train de vous parler, dès que vous êtes à proximité, vous le sentez. Voilà, donc en gros, c'est juste d'utiliser ses sens pour pouvoir le déceler. Après, ça peut être transitoire, donc temporaire, ou ça peut être quelque chose qui est là de façon pérenne, en fait, tu vois. Et lorsque c'est transitoire, cela n'a pas les mêmes implications que lorsque c'est une mauvaise haleine qui vous suit le matin, à midi, le soir, peu importe ce que vous faites. Docteur Bédi complète. Oui, tu voulais dire quelque chose, Morel? Non, non, enfin, de façon ramassée, c'est un tout petit peu ça. Ouais. Il y a Dr. Bédi qui complète que le diagnostic se fait avec le nez. Oui, effectivement, c'est assez subjectif. Il faut aussi que celui qui sent n'ait pas de souci olfatif. Ça, l'URL est là. Il faut d'abord soumettre cette personne-là à un examen ORL pour s'assurer effectivement que son sens est correct, qu'on peut se fier à son sens, puisque c'est quand même un diagnostic pour la plupart du temps subjectif. Oui. Alors, la question que j'ai reçue en postant la fiche ce matin, tout le monde voulait savoir les causes. Les causes, les causes, les causes, les causes, les causes. Bon, alors, encore Morel. Non, je pense Tu vas comprendre pourquoi. Je te donne la parole, tu vas comprendre pourquoi. Parce que, effectivement, la plupart des causes sont d'origine dentaire, dans 85% des cas. Donc, tu es la star ce soir. C'est pas faux. Déjà, il faut savoir que l'halitose ou la mauvaise haleine est considérée comme un symptôme, en fait. Tu vois, chez nous, on ne parle pas vraiment d'affection, c'est plutôt considéré comme un symptôme. C'est le signe que quelque chose ne va pas. En gros, c'est un peu ça pour les personnes qui ne sont pas du domaine médical ici. Donc, c'est un symptôme qu'on peut retrouver dans plusieurs autres affections. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, la majorité des causes de l'halitose, en fait, sont des causes d'origine dentaire.
Donc, déjà, il faut savoir que même une carie peut être l'une des causes, en fait, de la mauvaise haleine. La carie, qu'est-ce que c'est? De façon vulgaire, c'est un trou dans la dent. Et au niveau de ce trou-là, en fait, lorsque vous allez manger, des aliments vont y loger, en fait, tu vois. Et si vous n'avez pas une bonne hygiène de brossage également, donc ces aliments-là vont fermenter et du coup dégager voilà, cette odeur-là lorsque vous parlez et on parlera de mauvaise haleine. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, tout ce qui est bourrage alimentaire. En vrai, c'est pas la carie même la cause, mais c'est le bourrage alimentaire que la carie occasionne, en fait, tu vois. Donc, une carie qui va se situer entre deux dents, par exemple, va occasionner le bourrage alimentaire. En gros, je sais pas si jusqu'ici c'est clair. Oui. Ok, donc là, on vient de parler des aliments. Toujours du côté des aliments, lorsque vous avez une mauvaise hygiène de brossage, c'est-à-dire que vous ne vous brossez pas les dents correctement ou vous ne vous brossez pas les dents la nuit avant de dormir, vous laissez les bactéries proliférer. Donc, ces bactéries-là, en fait, vont se nourrir de vos restes alimentaires et, et fermenter, en fait, ces aliments-là. Et c'est pour cela que le matin au réveil, la majorité des gens a de la mauvaise haleine, en fait. Donc, en gros, c'est pour les causes, on va dire, communes. Ensuite, on peut parler de la mauvaise haleine en tant que symptôme d'autres maladies. Là, on a parlé des dents. On passe ensuite au niveau des gencives. La gencive, c'est la partie, on va dire, désolé, hein, je montre en même temps, la partie là, tout juste en bas des dents. Donc, la gencive, en fait, peut être également sujette à des maladies. Et en termes de maladies, on peut citer la gingivite, on peut citer la parodontite. Donc, ce sont des affections qui ont pour symptômes, en fait, entre autres, la mauvaise haleine. Tu vois? Donc, en général, quelqu'un qui a une mauvaise haleine, il faut déjà voir en termes d'hygiène ce qui ne va pas et également voir si cette personne ne souffre pas d'une autre maladie qui se manifeste en fait par la mauvaise haleine. Donc, en récap rapidement, on a parlé de la carie, du bourrage alimentaire. Là, on est passé au niveau des gencives. Donc, on a parlé de gingivite, on a parlé de parodontite. C'est pas le sujet, peut-être une autre fois, on va en parler, expliquer les différences, etc. Vous avez également l'angine. L'angine fait également partie des affections qui ont comme symptôme la mauvaise haleine ou la litose. Vous avez également le caséum. Le caséum, en fait, ce sont des calcifications de, d'aliments, de microbes, de plein de choses au niveau des amygdales. Lorsque vous ouvrez la bouche, en fait, vous allez voir deux grosses boules au fond de la gorge, en fait. Et chez certaines personnes, pour des raisons totalement, pour le moment, connues, la science, en fait, n'arrive pas encore à pouvoir nous dire c'est quoi les causes. Ça, c'est pour ce que je sais, sauf si vous avez d'autres informations. Donc, ça, en fait, c'est également une affection qui a comme symptôme la mauvaise haleine, ce qui est normal parce qu'on a dit tout à l'heure que principalement, c'est la fermentation des aliments qui donne en fait cette voilà, odeur désagréable, donc cette mauvaise haleine. Donc, on a parlé du casium, on a parlé de l'angine. Est-ce que j'avais déjà parlé de l'angine? Oui. Il y a également les abcès dentaires. Donc, il faut savoir que la carie, on a tendance à la négliger, à se dire tant que ça ne fait pas mal, il y a feuille, YOLO, il n'y a pas de souci. Sauf que la carie a plusieurs autres complications, dont l'abcès dentaire, tu vois. Et du coup, cet abcès dentaire-là, en fait, va collecter du pus, puisque un abcès, c'est ça, en fait. Donc, va collecter du pus et également te donner, en fait, cette mauvaise haleine. Et il y a également la sinusite. Donc là, je pense qu'on commence à entrer Tu vas te parler de l'ORL. Voilà, exactement. Pour finir, donc on a également la sinusite qui peut également se manifester par une mauvaise haleine et l'ulcère aussi peut également se manifester, entre autres, par de la mauvaise haleine. En termes d'ulcère, je vais vous laisser développer. L'autre va développer ça, certainement. Exactement. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu suivre jusqu'ici. Donc, on a parlé d'abord des bourrages alimentaires.
toutes les causes de bourrage alimentaire. Donc, mauvais brossage, carie interproximale, donc carie entre deux dents. On a ensuite parlé de la gencive, donc on a parlé de gingivite, de parodontite et d'abcès dentaire. Et ensuite, on est passé au niveau des causes non dentaires, mais avec la sinusite et l'ulcère. Voilà, de façon globale, c'est un peu ça. Et également l'angine aussi, angine caséum. Merci, Morel. Donc, la plupart, 85% des cas d'origine dentaire. Maintenant, il y a d'autres pathologies qui sont incriminées également, dont les pathologies ORL, les pathologies du tractus gastro-intestinal et aussi des maladies générales. Je pense qu'on va revenir un peu plus sur ces pathologies-là. Aldo, transition. Donc, on passe de la cavité buccale et on va plutôt vers l'aspect ORL. Donc, les causes ORL, qui peuvent être tout ce qui peut expliquer la litose de la mauvaise haleine. Citer toutes les causes, hein, notamment les principales causes ORL de la mauvaise haleine. Donc, pour ne pas revenir sur ça, il faut savoir que toutes les infections et des fosses nasales peuvent causer une halitose. Donc, comme il l'a dit, les infections des gencives, la gingivite, la gingivite peut causer une halitose. Les aftes, ce sont des petites plaies qui apparaissent dans la bouche. Les aftes, l'aftose buccale peut causer une halitose. La chélite, ce sont des petites plaies également qui apparaissent au niveau donner une mauvaise haleine. Les infections du palais, c'est la peau rouge qui est au niveau du plafond en haut. Donc, les infections du palais également peuvent donner une mauvaise haleine. Toutes les infections, toutes les composantes de la cavité buccale peuvent donner une mauvaise haleine. Ajoutons à cela les infections du nez. Parce qu'il faut savoir que le nez communique avec la cavité buccale par l'arrière du nez. L'arrière a communiqué avec le fond de la cavité buccale. Donc, les sinusites, ça peut donner une mauvaise haleine. J'ai lu dans les questions quelqu'un qui demande est-ce que la rhinite. La rhinite est l'un des principaux facteurs de mauvaise haleine. Les rhinopharyngites, lorsque la personne a un écoulement de liquide, un écoulement qui se fait au niveau des fosses nasales, parfois l'écoulement peut se faire en arrière et passer dans la cavité buccale, que ce soit un écoulement salivaire ou un écoulement franchement purulent, où c'est du pus qui s'écoule soit par l'avant des fosses nasales ou soit par l'arrière des fosses nasales. Et l'une des principales causes nasales également de l'halitose, c'est la sinusite, comme l'a si bien dit Morel. La sinusite est fortement pourvoyeuse de mauvaise haleine. D'ailleurs, c'est l'un des symptômes qui nous oriente, nous autres ORL, vers la sinusite. Quand le patient vient pour une sensation de mauvaise haleine, la première chose à laquelle on pense, c'est la sinusite. Donc, les principales causes ORL, ce sont les angines et les sinusites, sans oublier maintenant toutes les autres infections de la cavité buccale et des fosses nasales, mais également les tumeurs. Les tumeurs, que ce soit les tumeurs et autres, comme les tumeurs malignes, comme le cancer. Les cancers de la cavité buccale sont des causes de mauvaise haleine. Les cancers des fosses nasales, enfin, du massif facial, et par extension des composantes des fosses nasales sont des causes de mauvaise haleine. Et même les cancers de la gorge, les cancers de la gorge, cancer de l'hypopharynx, cancer de l'oropharynx, sont des causes de mauvaise haleine. Ajoutons à cela le tabagisme. Le tabagisme et l'alcoolisme. L'alcoolisme, bon, à un certain degré. Donc, voilà un peu les causes ORL. Mais il existe des causes qui ne sont pas du cadre de l'ORL, mais auxquelles nous pensons en consultation. Ce sont
Le jeûne, par exemple. Le jeûne, quand vous jeûnez, quand vous n'avez rien mangé pendant des heures, ça peut vous donner une mauvaise haleine. Ou alors lorsque vous avez la bouche sèche. La sécheresse buccale également peut donner une mauvaise haleine. Donc voilà pour les causes ORL. Docteur Morel a n'a fait que rajouter quelques causes. Oui, je vais rebondir un peu. Il a parlé tout à l'heure d'amygdalite caséeuse. Et on n'en parle pas souvent et on passe souvent à côté également. Aldo, quelle est un peu ton expérience par rapport à ça? Enfin, déjà, dis-nous ce qu'on n'entend pas. Amygdalite caséeuse, pour ceux qui ne sont pas du domaine. Alors, comme l'a dit Morel, le caséum, c'est un ensemble de détritus, de fermentations, de bactéries qui va se former, mais dans les amygdales. À force de faire des angines, l'amygdale peut développer ce qu'on appelle des cryptes. Alors, les cryptes, ce sont des trous profonds. L'amygdale sera comme trouée. Donc, vous avez l'amygdale qui est remplie. Et bien évidemment, quand vous mangez, quand vous avalez la salive, quand vous êtes enrhumé, ces liquides-là vont s'accumuler dans ces trous, y demeurer pendant des jours et développer ce qu'on appelle le caséum. Donc, les amygdalites caséeuses, c'est un peu ça. C'est la formation de ce caséum-là dans les trous d'amygdale. C'est également une cause de mauvaise haleine. Ok. Merci Aldo. Donc, cause dentaire, cause ORL, et Aldo a parlé également du tabagisme et de l'éthylisme chronique. Et pour ce qui est du... Oui, Morel? Désolé, hein, tout à l'heure, en fait, merci beaucoup, docteur Aldo, pour les rappels. Effectivement, on y pense pas. On a directement jumpé sur les causes médicales. Ce que j'aimerais rajouter, c'est également l'alimentation. Il a abordé avec le café. Il a abordé, mais il faut savoir que l'oignon, l'ail également sont des aliments qui peuvent occasionner une halitose transitoire. Au début, en fait, j'ai parlé de la lipose en fait qui est pérenne dans le temps, donc qui est définitive, vous pouvez comprendre, et la litose en fait qui est transitoire. Donc les causes que nous avons énumérées tous ensemble vont entraîner en fait une halitose à long terme, alors que l'alimentation, donc comme l'oignon, l'ail, la moutarde africaine, etc. Oui, et effectivement aussi, donc vont occasionner en fait une halitose durant cette période-là. À un certain niveau, ce qu'on peut faire pour voilà, gérer ces cas-là. Donc c'était juste ça que je voulais rajouter. Merci. Merci. Oui. Donc, il y a, comme tu l'as dit, il y a enfin, la mauvaise haleine qui peut être pérenne, c'est-à-dire qui peut durer, ou chronique en griffe, si on veut dire. Et puis, la mauvaise haleine, la litose qui est transitoire, liée soit aux jeûnes, Aldo l'a dit, ou bien à certains aliments que tu viens de citer, notamment l'ail, l'oignon, le chou, le café aussi, parfois. Donc, maintenant, ce qui est du domaine gastro, il faut retenir, il y a le reflux gastro-œsophagien, d'abord, le reflux gastro-œsophagien. Et qui dit reflux œsophagien, gastro-œsophagien, on voit un peu toutes les causes de reflux, c'est-à-dire que ça soit la hernie hiatale, que ça soit les troubles moteurs de l'œsophage, la chalasie pour ceux qui nous suivent, et même le diverticule de Zincker que Aldo connaît très bien. Donc, et toutes ces pathologies ont pour symptômes des régurgitations, dans genre des signes de reflux gastrique. Et nous avons les cancers, le cancer de l'œsophage. Nous avons également l'infection à Helicobacter pylori qui est impliquée dans la gastrite chronique, mais aussi dans l'ulcère gastro-duodénal que Morel vient de souligner. Donc, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça au niveau digestif. C'est plus le reflux et tous ses composants. Et les maladies générales, des maladies métaboliques pour la plupart, il y a l'insuffisance rénale chronique et il y a le diabète. Et on a remarqué, peut-être que Morel me dira son avis, on a remarqué en fait que les diabétiques font beaucoup de parodontite. Je sais pas. Mais on a remarqué
que des diabétiques. Maintenant, est-ce que la mauvaise haleine est liée à la parodontite ou au diabète lui-même? Pour une interrogation, on ne sait pas, mais on a remarqué effectivement que beaucoup. C'est justement pour ça que on va revenir un peu au niveau des conseils, quand on va aborder les conseils, qu'on va recommander aux diabétiques d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et voir au moins le dentiste 2 fois par an. Je te laisse dire un mot avant qu'on ne poursuive. Oui, de poursuivre. Déjà, merci beaucoup à toi pour le complément de ton point de vue d'hépato-gastro-entérologue au niveau des causes. Donc, par rapport à ta question, la mauvaise haleine, je l'expliquais tout à l'heure, fait partie des symptômes d'une parodontite, tu vois. Et il y a effectivement une relation entre le diabète et maladie au niveau de la gencive, dont la parodontite, effectivement. Et pour petite information, je faisais une formation à des clubs Rotaract et ensuite j'étais sur une causerie du métier, donc je parlais de mon métier de dentiste, etc. Et il y a eu des questions et au cours de la discussion, je leur ai appris que même les maladies de la gencive, en l'occurrence la parodontite, pouvaient avoir un lien avec l'impuissance sexuelle. Et ça fait tilt dans la tête de tout le monde. Donc, effectivement, il y a des implications auxquelles on ne pense pas. Donc, le diabète, me corrigera si je n'ai pas forcément les bons termes pour voilà, expliquer certaines choses. Mais de façon terre à terre, le diabète est une maladie chronique, une maladie métabolique qui, du coup, entraîne un gros désordre au niveau de l'organisme. Un gros désordre en termes de cicatrisation, en termes d'apport de nutriments, plein de choses. Et donc, ça occasionne beaucoup d'autres maladies autour, dont les parodontites. Et du coup, vu que la lithose, des symptômes de la parodontie, c'est normal que vous, à votre niveau, vous avez des patients qui souffrent de diabète, bah, c'est normal en fait, il y a ce symptôme-là à côté, tu vois. Donc, vous faites bien de pouvoir l'envoyer ensuite chez un dentiste pour vérifier que tout va bien à ce niveau. Parce que ça peut ne pas être de cause dentaire, ça peut être d'autres désordres, peut-être au niveau du tractus. euh, euh, Au niveau du Digestif. système digestif, en fait, voilà. Donc, ça peut être d'autres désordres à ce niveau qui se manifestent, en fait, par la mauvaise haleine, tu vois. Mais effectivement, il faut suspecter la cause dentaire à côté. Donc, c'est l'une des premières relations que je peux entre le diabète et la mauvaise haleine, en fait, de mon point de vue de dentiste. Tout à fait. Et j'ai vu une question tout à l'heure. On demandait si l'œsophagite faisait partie des causes. Oui, l'œsophagite, surtout quand il est lié au reflux, donc l'œsophagite peptique, et même l'œsophagite lipotique avec quand il y a des champignons qui infectent l'œsophage. Alors, nous allons aborder maintenant ce qui est prise en charge. Prise en charge, maintenant que le diagnostic est posé, qu'on a disons, en quelque sorte, faire lister les différentes causes, comment prendre en charge. Bon, Aldo, moi, je Oui. te laisse souffler un peu. Alors, que fait l'ORL en cas de mauvaise haleine? Alors, premièrement, il faut déterminer la cause. Comme l'a dit Morel, c'est un symptôme qui cache une maladie. Donc, si c'est une infection, on traite l'infection. Si c'est une angine, on donne des antalgiques. Parfois, on peut donner des antiseptiques locaux. Ce sont les sprays pour la gorge. Les sprays, les pompes pour la gorge. Cas de sinusite, on met également une antibiothérapie avec des corticoïdes locaux au niveau du nez. Parfois, on préconise un lavage nasal. Également, en cas de rhinite, on propose un lavage nasal, de sorte à évacuer les sécrétions purulentes qui sont au niveau des fosses nasales et qui causent la mauvaise haleine. Alors, devant des angines répétées, et ça, on en avait déjà parlé lors du direct, on est amené à proposer une intervention chirurgicale qu'on appelle la
lectomie. Devant un patient qui fait des angines répétées, qui fait plus de 4 épisodes d'angine à 1 avec une thèse haleine, on lui propose une amygdalectomie et très souvent les résultats sont satisfaisants. Donc le traitement chez l'ORL peut être médical comme il peut être chirurgical, mais il dépend essentiellement de la cause de la mauvaise. Et le spray, on l'utilise, la durée d'utilisation du spray à peu près. Alors, il est pas dépasser 10 jours parce que les sprays contiennent un anesthésique local. À force de les utiliser, le patient pourrait avoir des troubles du goût et ne plus ressentir le goût de certains aliments parce que ça crée une anesthésie du pharynx et de la base de la langue. Donc, en général, il est conseillé de ne pas dépasser 10 jours d'utilisation et les sprays sont déconseillés chez l'enfant de moins de 8 ans. Donc, on ne les prescrit qu'aux patients qui ont plus de 8 ans. C'est important de le dire parce que faut pas que les gens utilisent le spray de façon pour longue durée. Ça, pour longue durée parce que ça peut soulager un temps, mais c'est pas un usage indéterminé. Il y a une durée et au-delà de cela, il faut vous rapprocher de l'ORL, du spécialiste. Aldo, une question. Une association antihistaminique et cortico? Oui. Oui. Si c'est possible. Possible. Ça dépend de la cause, en fait. Oui. Devant une rhinosinusite d'origine allergique, on peut mettre une association antihistaminique corticoïde. L'antihistaminique sera donné pour l'allergie et le corticoïde est donné pour lever l'inflammation au niveau de la muqueuse nasale et de la muqueuse sinusienne. Donc, c'est possible. Dans les cas de rhinosinusite d'origine allergique. Ok. Morel? Oui, je te dis, ce soir on te fatigue. Hein, ce soir on te fatigue. Ben, c'est pas de notre faute si la plupart des causes de la litose sont d'origine dentaire. Non, ne t'inquiète pas, ne fatigue pas. Ça. Oui. Alors, oui. le patient vient voir Dr Morel, le brillant chirurgien dentiste. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je disais tout à l'heure, en fait, ne t'inquiète pas, vous ne me fatiguez pas, c'est avec beaucoup de passion et de plaisir, en fait, qu'on en parle. Donc, comme on l'a expliqué, la litose ou la mauvaise haleine est un symptôme. Et Doc Aldo l'a si bien dit tout à l'heure, c'est la maladie, en fait, l'affection en elle-même qu'on traite afin que les symptômes disparaissent. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, lorsqu'un patient vient vers moi en tant que dentiste, il faut d'abord que je connaisse la cause. On les a énumérées tout à l'heure. Et c'est juste tout simplement, si par exemple il s'agit d'un bourrage alimentaire, donc bourrage alimentaire causé par une carie entre deux dents, causé peut-être par une poche gingivale, parce qu'il faut savoir que la gencive soutient la dent via l'os alvéolaire. Et donc, lorsque vous utilisez, il n'y en a pas à côté de moi, lorsque vous utilisez ce qu'on appelle les pics-dents, vous pensez que vous vous faites du bien, que vous enlevez la viande et tout ça, mais au contraire, vous vous faites du mal. Et c'est une sorte de cercle, en fait. Vous piquez, la gencive est agressée, du coup, elle va se retirer. Donc, il y a un trou, vous mangez, et donc ce trou-là, en fait, va s'agrandir au fur et à mesure que vous piquez, que vous piquez, que vous piquez. Et donc, vous rendez malade vos gencives. Gencives malades égale, parmi les symptômes, halitose. Mais vous avez également des bourrages alimentaires que vous occasionnez, en fait, en utilisant voilà, les pics-dents pour vous soulager, tu vois. Donc, c'est déjà de voir quelle est la cause. Donc, s'il s'agit d'un bourrage alimentaire, de faire en sorte que le bourrage alimentaire ne revienne plus. Dans certains cas, s'il s'agit par exemple d'une carie entre deux dents, on va nettoyer la cavité carieuse et mettre un pansement et ensuite proposer un plan de traitement au patient. Donc, si la dent est récupérable, ce qu'on fait, c'est de faire une obturation
définitive, donc avec nos matériaux, ça, on va un tout petit peu au niveau de la prothèse. Je dis pas qu'il faut aller voir un prothésiste pour ça, hein, non. Mais voilà, c'est de remplacer la substance dentaire perdue. Donc, on va proposer des alternatives aux patients en fonction de ses moyens. Ça fait de un. De deux, si il s'agit d'une infection, par exemple, donc c'est de traiter l'infection. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'un problème au niveau de la gencive, c'est en fonction, en fait, au niveau de la gencive, il y a ce qu'on appelle la gingivite et la parodontite. La parodontite, on va dire qu'elle est beaucoup plus grave que la gingivite, en fait. En termes de diagnostic, c'est la différence que je peux faire rapidement, en fait, pour que tout le monde puisse comprendre. Mais sinon, il y a des histoires de millimètres, de perte d'attache, de ci, de ça. Enfin, on va pas entrer dedans là. Donc, c'est de voir. Donc, en fonction de la maladie de la gencive, il y a le traitement qui est adapté. Parfois, tu as juste à nettoyer la cavité donc, laissée par l'os alvéolaire qui est parti. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent de venir, la gencive soutient la dent via l'os alvéolaire. Donc, si je suppose que euh, j'aime bien, en fait, voilà, montrer, ça permet vraiment de pouvoir être beaucoup plus, de pouvoir percuter, en fait. Donc, si je suppose que ça, c'est une dent, vous avez du coup la gencive que vous voyez. Et entre la gencive et la dent, il y a ce qu'on appelle l'os alvéolaire. Et on dit que l'os alvéolaire naît et meurt avec la dent. Lorsqu'il n'y a pas de dent, il n'y a pas d'os alvéolaire. Sauf que l'os alvéolaire ne reste pas nu, en fait. Donc, à force d'agresser, la gencive descend avec l'os alvéolaire et ça peut donner ce qu'on appelle une sensation de dent longue. Là, c'est pas que votre dent est longue, c'est juste que c'est la racine qu'on commence à voir. Et bonjour les sensibilités dentaires, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est déjà de voir quelle est la cause en fait. Est-ce une gingivite? Est-ce une parodontite? Est-ce qu'il faut faire un nettoyage? Parfois, un détartrage suffit. Parce que c'est vrai que j'ai oublié chez mon ami, j'ai oublié de le dire, mais le tartre également est une cause en fait de la mauvaise haleine. Le tartre, qu'est-ce que c'est? C'est, vous allez voir chez certaines personnes, il y a une sorte de dépôt dur au niveau des dents. Très généralement, c'est au niveau du collet des dents, donc la partie arrondie. Si je suppose que si je suppose que ça, c'est une dent, donc ça, c'est la racine de la dent. Ça, c'est la partie visible de la dent. Là, on l'appelle la couronne. En général, vous avez du tartre, en fait, qui est situé là, au niveau du col, là, ou sur les côtés aussi. Et très souvent, le tartre, on va le retrouver au niveau des incisives, donc les dents du bas, à l'arrière, tout simplement parce qu'il y a les canaux salivaires qui sont là. Tout simplement parce qu'il y a les canaux salivaires qui sont là et que c'est aussi une zone que les gens nettoient mal lors du brossage. Donc, le simple fait de faire un détartrage, d'enlever le tartre qu'il y a là, soulage déjà le patient, il se sent plus léger, mais permet également de faire disparaître la mauvaise haleine si elle était due au tartre. Donc, si c'est une infection de la gencive, on gère ça. Si c'est un abcès, on va mettre le patient sous médication et du coup drainer l'abcès. S'il s'agit d'une cause comme, en cas de casium, c'est juste d'enlever le casium. En cas d'angine, c'est de gérer l'angine comme le doc l'a dit. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire. Donc, le dentiste, en fait, doit poser le diagnostic. Mon patient, qu'est-ce qu'il a? Tu vois, est-ce que c'est une poche dentaire? Est-ce que c'est une carie? Enfin, qu'est-ce que c'est de façon claire? Donc, si la cause n'est pas dentaire et que je lui pose également des questions, il y a aussi une question qu'il faut poser. Les gens qui viennent me voir en me disant, docteur, j'ai la mauvaise haleine, je lui demande à quel moment est-ce que tu sens cette mauvaise haleine? Est-ce que c'est le matin au réveil ou est-ce que c'est tous les jours, peu importe ce que tu fais? Si c'est le matin au réveil, c'est juste qu'il faut changer en fait ton hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire que la nuit, avant de dormir, il faut te brosser les dents. Si vous ne devriez garder qu'un seul brossage par jour, c'est le brossage de la nuit. Tout simplement parce que la nuit, la salive ne circule pas. On a parlé de la sécheresse buccale tout à l'heure comme facteur de mauvaise haleine. La salive ne circule pas. La salive, c'est aussi un agent nettoyant.
En parlant comme ça, il y a la salive qui vient dans ma bouche. Vous voyez? Au cours de vous allez interagir. La salive, elle circule, elle nettoie. Mais ce n'est pas le cas durant la nuit. Et vous avez mangé, les restes alimentaires déjà vont fermenter. Vous allez donner à manger aux bactéries de la bouche qui vont fermenter encore. Donc, le matin au réveil, c'est normal d'avoir cette mauvaise haleine. Je ne sais pas si vous voyez. Personnellement, tout ce dont je parle, c'est quelque chose que j'expérimente. Je ne parle pas sans expérimenter. Ça, c'est direct. Et moi, les matins au réveil, c'est un problème que je n'ai pas, cette mauvaise haleine au réveil. Donc, c'est de lui demander, s'il te dit c'est uniquement au réveil et que ça reste enfin, toute la matinée, c'est de comprendre que celui-là n'a pas du tout une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, on a éliminé ça, on a géré les maladies qui peuvent arriver et tout. Si malgré ça, ce n'est pas bon, donc c'est d'aller voir ensuite soit un ORL, soit un gastro. En général, on a le réflexe du gastro à cause de tout ce qui est reflux, etc. Et effectivement, l'ORL également fait partie des spécialistes qui doivent être consultés. Et tout à l'heure, Doc Aldo, tu parlais de tumeurs, de cancers, de tumeurs bénignes, de tumeurs malignes. Tout ce qui est cancer également aussi est vecteur de mauvaise haleine. Déjà parce que c'est un processus infectieux. Je ne parle pas du cancer là, hein, je parle en fait de toutes les implications en fait. Tu vois, le cancer c'est multiplication anarchique de cellules, etc. et tout. Mais vous avez beaucoup d'infections du coup qui vont découler de ce processus tumoral là. Vous avez également la difficulté de pouvoir avoir une bonne hygiène. Parce que quelqu'un qui a la joue super enflée comme ça, a du mal à faire entrer la brosse en fait pour pouvoir se brosser les dents. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Si c'est un abcès, le simple fait de drainer l'abcès, votre cabinet va sentir mauvais, mais à un point, c'est, c'est, enfin, il faut l'avoir vécu pour savoir en fait. Vous aurez les habits qui vont sentir mauvais pendant toute une semaine. Pendant toute une semaine. Donc, vraiment, prenez soin de votre bouche. La carie dentaire, en fait, c'est moi, j'ai un prof même, lorsqu'elle reçoit les malades qui sont atteints de caries et tout, ben, elle le crie dessus parce qu'elle le dit, ce n'est pas arrivé aujourd'hui. La carie dentaire prend beaucoup de temps avant, en fait, de faire comme ça. Mais quand ça fait comme ça, c'est que, paf, tu vois. Et il n'y a pas que la douleur. Parfois, ça peut aller dans des complications beaucoup plus graves et, enfin, c'est quelque chose qu'on n'espère pas. Et donc, lorsqu'on a une collection purulente, vu que je viens de dire que ça prend beaucoup de temps, imaginez en fait de l'hôpital que vous laissez pendant je ne sais pas combien de mois, ce que ça donne en fait. Parce qu'en général, quand ça vient ainsi, les gens vont d'abord acheter les remèdes de 2 à 500 francs dans enfin, sur les étalages un peu partout avant d'aller voir le dentiste. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on traîne. Et une fois qu'on incise, sincèrement, voilà, ça ne sent pas très bon. Donc, en gros, j'espère que j'ai fait le tour. J'ai noté et j'espère que j'ai fait le tour. Voilà, tu as parlé d'aphthose aussi tout à l'heure. Donc, toutes ces affections-là aussi, en fait, une fois qu'elles sont traitées, bah, la mauvaise haleine, elle va disparaître, en fait, parce que l'affection est partie. J'espère que j'ai pas trop parlé quand je commence. Non, 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 c'est la passion, on comprend, hein, t'inquiète pas. On comprend. Et on va revenir tout à l'heure pour que tu nous donnes des conseils par rapport, enfin, comment avoir une bonne haleine en quelque sorte. Donc, merci Morel. C'était très intéressant. Et que fait le gastro? En fait, le gastro, comme tu l'as dit, la plupart du temps, c'est le reflux. Donc, il pose déjà son diagnostic et parfois, il peut être amené à demander une fibroscopie. Fibroscopie œsophago-duodénale qui permettra de regarder l'état de l'œsophage, l'état de la muqueuse gastrique, éventuellement rechercher une gastrite ou un ulcère, donc avec des biopsies pour rechercher le microbe. Parce que tout tourne autour des microbes. Hein. Ces microbes, c'est des bactéries. Donc, on recherche l'Helicobacter pylori qui est responsable de l'ulcère gastro-duodénal. Donc, quand il y a un reflux, on essaie de voir les conseils qu'on peut donner. Donc, notamment, ne pas se coucher aussitôt après avoir mangé. Il y a des aliments qui sont très pourvoyeurs de reflux. Essayez de les éviter. Quand on arrive, les a arrivé déjà à les identifier. Essayez de les éviter. Donc, il y a de ces conseils-là et normaliser son poids, faire de l'activité physique de façon régulière
et on peut mettre un médicament après pour aider. Mais c'est d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Tout passe par les mesures, que ce soit d'hygiène bucco-dentaire ou les mesures hygiéno-diététiques. Et quand on arrive à poser le diagnostic d'une gastrite ou d'un ulcère à Helicobacter pylori, on fait l'éradication avec des antibiotiques parce que c'est une bactérie, donc avec des antibiotiques associés aux IPP. On ne va pas rentrer dans les détails pour les médicaments. Donc, voilà un peu ce que le gastro fait. Il recherche également la cause, et il identifie et il donne des conseils et parfois associés à des médicaments quand le diagnostic est posé. Et quand il ne trouve pas, ben, il renvoie vers le dentiste. C'est souvent ce qu'on fait à peu près du temps. Donc, je vais prendre quelques questions et puis après, Morel, tu vas nous donner des conseils. Docteur Ismaël, Oui, si tu me permets, vas-y, allô. parler de la dimension psychosociale de la mauvaise haleine. Et je Oui, pense exact. question. Il y a quelqu'un qui a dit, nous les psychologues, on reçoit beaucoup de patients. Donc, si tu me permets, hein, il faut Oui, bien sûr, savoir vas-y. la mauvaise haleine est source d'une baisse de l'estime de soi, est source de peur de parler ou de refus de parler. Il y a des gens qui n'osent pas parler en public ou quand ils sont proches parce qu'ils ont peur que ces derniers ressentent la mauvaise haleine. Et c'est aussi une source de honte, de gêne. Moi, j'ai reçu des patients qui m'ont dit, franchement, docteur, il faut trouver une solution parce que avec mon mari ou ma femme, ça ne va pas. Quand je parle, elle se pince le nez ou il se pince le nez, les gens se moquent de moi. Donc, il faut insister également sur la dimension psychosociale avec comme conséquence le stress, euh, le La perte patient, de confiance. l'inconfort sur le lieu Ouais. de travail comme à la maison. Donc, je voulais insister sur ça. Et je crois que c'est passé dans les questions. Donc, je crois qu'il ne faut pas négliger la dimension psychosociale de Oui, ceci. tout à fait. J'en ai brièvement parlé à l'entame du live, l'aspect psychosocial qui fait que la personne a une gêne relationnelle et qui peut être responsable d'un repli sur soi, d'une perte de confiance. Et effectivement, il faut inclure un accompagnement parfois psychologique pour aider cette personne-là. Et enfin, chez nous, disons, dans notre pratique, les gens pensent que quand on parle de psychologue, c'est parce qu'il y a une maladie psychiatrique. Non, il faut qu'on arrive à dédramatiser la chose en quelque sorte. Voir un psychologue, même quand tout va bien, c'est bien. Oui. C'est pas parce que, voilà, ça ne veut pas dire que quand vous voyez un psychologue, ça ne veut pas forcément dire que ça va pas et que vous avez une maladie psychiatrique. Parfois, on a besoin de parler à quelqu'un, parfois, on a besoin d'être accompagné dans la vie courante, dans la vie quotidienne. On a envie d'être accompagné, d'avoir ce soutien que le psychologue peut apporter effectivement, surtout dans ces cas-là où la personne se replie, la personne n'arrive pas à avoir une vie sociale. C'est très important, c'est très important. Merci Aldo pour ce point. Alors, Doc, oui, tu voulais dire quelque chose, Morel? je pense qu'il y a un autre doc aussi qui voulait intervenir. Tu me diras si on le fait peut-être passer à la fin. Oui. Donc après, ou si on le fait monter tout de suite. Attends, je prends Sonia, bonsoir. Albéric, bonsoir. Morel, tu connais papier. Ça, c'est le compliment de Yann. Hein? Merci, Doc. Voilà, Madame Dembélé qui complète. Oui, le tourisme hospitalier peut être lié à quoi? Peut être lié au fait qu'il y a une errance diagnostique. Hein, c'est ça, en fait. C'est une errance diagnostique dont le malade va chez le dentiste, il va chez le généraliste et parfois on lui met des bains de bouche. Et on va revenir un peu sur ça, Morel, par rapport aux bains de bouche et au chewing-gum aussi, donc que les gens utilisent. Est-ce que c'est bien? Tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, prépare-toi. Alors,
Docteur Christian, bonsoir. Euh, en, Marina, en- bonsoir. en attendant que tu ne Oui, retrouves, j'avais noté une question tout à l'heure. Il y a oui. un des participants au live, en fait, qui demandait à quel moment parle-t-on d'Alitos Soir et qui a parlé, qui a émis le délai d'une semaine. Une semaine, c'est énorme, en fait. Si pendant toute une semaine, vous avez une mauvaise haleine, là, c'est qu'il y a un problème. Quand je parlais d'halitose transitoire avec les aliments, c'est vraiment au moment où vous êtes en train de manger et enfin, peut-être les heures qui suivent. Je sais pas trop s'il est toujours là, s'il m'entend. Une semaine, c'est beaucoup. C'est qu'il y a un souci, en fait. Donc, une mauvaise haleine que moi, j'appelle transitoire, enfin, je précise encore que c'est moi qui l'appelle comme ça. Je ne dis pas que, enfin, dans mes cours, dans ce que j'ai reçu, enfin, je ne me rappelle pas qu'on ait fait une classification comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, la mauvaise haleine qui survient, enfin, pour des causes alimentaires, c'est vraiment au moment où vous mangez et les heures qui suivent. Sauf si vous enchaînez en fait des repas qui vous donnent en fait cette haleine forte là. Si vous enchaînez par exemple les repas et aussi la liste n'est pas exhaustive. Ça dépend. Moi, je sais que chez moi par exemple, lorsque je vais prendre un certain type de yaourt, je sens après que mon haleine est un peu forte. Je ne vais pas parler de mauvaise haleine. Enfin, je n'en ai pas, on m'a jamais dit que j'en avais et tout non plus. Mais quand je mange en fait certains médicaments, par exemple le chou ne me fait pas ça. Chez certaines personnes, le chou, ça va le faire. Donc, c'est de pouvoir se connaître. Et en parlant d'errance diagnostique, c'est aussi parce que parfois, on est face à des professionnels de la santé qui ne considèrent pas le corps dans son ensemble. C'est vrai que chacun est spécialiste de quelque chose, mais de plus en plus, on remarque en fait qu'il y a tellement, mais tellement d'interactions si l'une de mes collègues n'avait pas fait sa thèse sur cette relation entre les parodontites et l'impuissance sexuelle, qui s'imagine en fait que ce qui se passe dans ta bouche, si je peux m'exprimer ainsi, pourrait avoir une corrélation avec ce qui se passe dans ton pantalon. Tu vois, donc il y a cette corrélation aussi entre le diabète et l'état buccal. Par exemple, un patient diabétique qui vient chez le dentiste doit signaler son cas pour que le dentiste en fait en tienne compte lors du traitement. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire aussi peut parfois provoquer des avortements, faible poids de naissance, plein de petits trucs. On va pas entrer dans les détails. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est ça. Je pense que en matière de professionnels de santé, on manque aussi un tout petit peu de recul. C'est pour ça que ce genre d'espace d'échange-là, c'est bien. Sincèrement, j'en parle tous les jours et pourtant j'ai appris de nouvelles choses. Donc voilà, c'est continuer à se former et de considérer la personne dans son ensemble et d'avoir aussi une bonne relation avec ses confrères, pas juste envoyer le patient sans le suivre après. Donc c'est ce Tout que à je fait. peux dire. J'ai pu retrouver d'autres questions. Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Parce qu'il faut qu'on arrive à travailler dans un cercle pluridisciplinaire. Parce que le malade, c'est un tout. Il peut venir Ouais. pour ce symptôme qui le dérange, mais qui entre peut-être dans le cadre d'une pathologie qui concerne un autre spécialiste. Donc, toujours partager les informations avec ses collègues référés et pouvoir discuter par rapport au patient et pour le bien du patient, effectivement. Donc, pas rester dans son bureau et puis c'est béton, c'est calé et puis ne pas revoir le patient parce que c'est ça qui crée souvent le fait que le patient aille de médecin à un médecin parce qu'il n'est pas satisfait. Donc, au lieu de revenir, ben, il va voir un autre. Et quand il va voir un autre médecin, en fait, il ne dit pas tous ses antécédents. Il ne raconte pas toute l'histoire, en fait. La plupart du temps, il ne raconte pas toute l'histoire. Il te cache des informations et il faut les chercher. Et là, tu te rends compte qu'il a peut-être vu un autre collègue et il n'était pas satisfait. Mais effectivement, il faut que les patients nous disent la vérité déjà. Nous Oui. disent la vérité parce que c'est ça, c'est pour les aider. Il faut qu'ils nous disent la vérité. Et il faut aussi que les collègues apprennent à travailler ensemble, à travailler ensemble. C'est ça, très important pour le bien du patient. Tu voulais dire quelque chose? Il y a quelqu'un qui voulait, tu disais qu'il y avait une Euh, intervention.
C'est un instant. Madame Dembélé, c'est Madame Dembélé qui disait qu'elle voulait intervenir, c'est ça, je vois. Il y a aussi docteur Ella, je crois. Non, attends, pas elle. Non, docteur, oui, oui, je pense. Oui, c'est docteur Dembélé. Ouais, docteur Hadi Docteur Dembélé. Docteur J'espère que... Dembélé, alors, on peut la prendre pour 1 ou 2 minutes si elle est là. Elle nous donnera son point de vue de psychologue clinicienne. Alors, en attendant que je puisse la joindre, alors, alors, qu'en est-il de l'hygiène bucco-dentaire pour les tout petits, 1 à 4 ans par exemple, qui refusent qu'on leur brosse les dents? Comment les aider à garder une bouche saine? Docteur Morel, tu as la parole. Alors, sincèrement, vous me posez une colle là. Vous me posez une colle. Je ne peux pas donner une réponse, on va dire, formelle comme ça. Bon, docteur Dembélé, bonne arrivée. Alors, merci. Donc, moi, c'est Madame Dembélé, la psychologue, mais c'est mon mari, le psychiatre, docteur Dembélé, qui va intervenir sur mon compte. Ah, ok, d'accord. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Bonsoir. Docteur Dembélé, bonsoir. J'ai vraiment trouvé votre thème très, très intéressant. Et vraiment, les participants aussi donc, sont très pertinents. Et je pense que ce problème d'halitose, hein, comme on l'a dit, hein, on l'a déjà dit, mais je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, ce qui est important là-dedans, c'est vraiment la prise en charge holistique. Moi, dans mon expérience, effectivement, je reçois beaucoup de patients souffrant d'halitose. Mais comme vous dites encore, hein, c'est des patients qui ont déjà fait un tourisme hospitalier, donc ça veut dire qu'ils sont passés de praticien en praticien, mais après qu'ils ne sont jamais satisfaits, après ils disparaissent, vous ne les voyez plus. Ils vont chez le dentiste, vous faites tout ce que vous devez faire, après bon, ils vont changer. Donc, ce que nous avons compris de ça, c'est qu'effectivement, il y a une origine psychologique aussi des halitoses. Et cette origine psychologique des halitoses fait que le patient, en général, va vers le praticien pour se convaincre de l'existence de sa pathologie. En effet, la plupart des patients, au fait, n'ont pas d'odeur. Donc, l'halitose dont je parle, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'odeur du tout, ni ressenti par le patient, ni ressenti par l'entourage. Mais le patient a la ferme conviction qu'il importune son entourage, qu'il importune tout le monde. Et du coup, les conséquences, c'est, je pense qu'il y a un collègue qui l'a dit, c'est vraiment l'isolement sur soi. C'est vraiment une altération des relations sociales. Et donc, c'est des patients qui sont vraiment en souffrance, hein, je veux dire. Ils sont vraiment en souffrance. Et quand vous les envoyez vers le psy, le plus souvent, c'est difficile aussi parce qu'il y a une façon de les envoyer vers le psy. Eux, ils cherchent une autophagie organique. Après, vous dites non, il n'y a rien. Bon, il y a beaucoup de médecins qui disent, hein, surtout la plainte de généralistes qui disent non, vous n'avez rien, je n'ai rien trouvé. Non, le patient, personne vient à l'hôpital quand on n'a rien. C'est-à-dire, c'est peut-être dire, non, à mon niveau, je pense que vous pouvez aller voir un collègue qui peut-être pourrait vous aider. Mais bon, à mon niveau, donc, voilà, je n'ai pas trouvé quelque chose qui pourrait expliquer votre problème. Et donc ça fera que vous n'allez pas le perdre ou bien qu'il ira voir le psychologue. Parce que comme vous dites, hein, voir le psychiatre ou le psychologue, c'est vraiment synonyme d'être fou. D'être fou, oui. Voilà. Donc, pour une souffrance aussi intense, parce que j'ai vu, ça a vraiment détruit des couples, ça a détruit des familles, j'ai eu même un cas de suicide
pour Alitus. Oui, oui, j'ai eu un cas de suicide pour Alitus parce que la personne avait l'intime conviction que, voilà, il y a quelque chose dans le ventre qui est pourri. Et puis, bon, il a pris de l'acide pour tuer ce qui est pourri là-dedans, quoi. C'était un étudiant, donc c'est quand j'ai première fois dans la médecine. Et donc, c'est des patients, je vais rapidement parce que je ne vais pas trop prendre votre temps, qui ont un profil particulier. Donc, je vous le dis parce que je pense que ça nous intéresse tous. Ils ont un profil particulier. Donc, c'est des patients d'abord, effectivement, qui, le collègue l'a dit, peut-être cachent qu'ils ont vu d'autres praticiens, mais c'est parce que, donc, ils n'ont pas trouvé la réponse qu'ils cherchaient, ce patient, c'est particulier. Et eux, ils voudraient une réponse. Ils voudraient, oui, vous avez ça. Et donc, du coup, quand ils viennent, déjà, le repérage se fait au niveau, si vous avez un secrétariat, le repérage se fait au niveau du secrétariat. Donc, c'est des gens, en général, qui se font engueuler par les secrétaires parce qu'ils ne vont pas beaucoup parler, ils ne vont pas beaucoup ouvrir la bouche de peur d'importuner la secrétaire. Dans les salles d'attente, vous allez les voir, ils vont chercher des endroits où il y a peu de monde. Voilà, ils vont s'écarter un peu de tout le monde. Alors, si l'attente est longue, il y a problème. Donc, c'est des gens qui vont se lever de la salle d'attente, vous allez les appeler, mais ils sont peut-être à côté. Et quand ils vont rentrer dans le bureau, vous allez voir qu'ils ne vont pas prendre la position classique du patient, c'est-à-dire ils ne vont pas se mettre face à vous. Ils vont s'asseoir soit en biais, pour que quand ils vont parler, l'odeur ne sera pas projetée sur vous, mais bon, après, ça va être de, voilà. Ils vont décaler, et puis ils vont vraiment observer une distance physique aussi avec vous. Quand la chaise est trop proche, ils vont peut-être, voilà, la retirer un peu en arrière. Et alors, donc, voilà, le profil, c'est un peu ça. Et vous allez dans leur histoire, quand vous les écoutez bien, c'est des gens qui scrutent un peu tout l'environnement. Ils sont à la recherche perpétuelle de signes, de petits signaux qui prouvent qu'effectivement, ils importunent les gens. Donc, gare à vous, quand ils vont rentrer dans votre bureau et que vous mettez un déodorant, gare à vous, quand ils vont rentrer dans votre bureau et que vous allez toucher le nez quand vous êtes enrhumé. Quand on est enrhumé, on ne reçoit pas quelqu'un qui a une halitose. Et donc, et puis, voilà, il y a beaucoup de petits gestes hein, quand ils trouvent, par exemple, des gens dans la salle d'attente et quelqu'un se lève. Alors, c'est directement interprété comme quoi c'est son haleine qui a fait que la personne s'est déplacée. Donc, rapidement, hein, donc tout ça pour vous montrer que quand même, il y a cette dimension vraiment psychologique de la chose. Et qui fait que le patient, il faut faire tout quand même pour le retenir. Le retenir, ce n'est pas d'invalider son symptôme. Son ressenti. Oui, il ne faut pas invalider son symptôme. Il faut toujours essayer de le retenir et voir quelle est la bonne référence. Moi, d'habitude, au début, j'envoie vers les différents spécialistes. Et puis, je demande à ce qu'ils m'envoient les résultats. Donc, après, là, c'est sûr qu'au niveau organique, il n'y a rien. Et puis là, je pourrais aborder progressivement vraiment le volet psychologique. Et on a remarqué effectivement qu'il y a une psychopathologie assez riche hein, chez ces patients-là. Ça va être très long parce que nous, on parle beaucoup. Ça va être très long, mais c'est des malades riches sur le plan psychopathologique. Et donc, on a eu des résultats. Hein. Il y en a qui vraiment, voilà, effectivement, avaient de vraies halitoses, même les vraies halitoses que vous traitez. Parfois, il y a des patients qui vont faire une fixation sur l'odeur. Parce que quand même, la symbolique de l'odeur, c'est le rejet, en fait. Oui. Donc, quand ils ont eu ce problème, même si c'était organique et que c'est traité, donc il y a une fixation et ils ont toujours l'impression que effectivement ça persiste. Et donc ça aussi, ça nécessite un accompagnement pour que voilà, qu'ils se détachent un peu de ça. Bon, c'est rapidement ce que je voulais dire. Donc il y a un traitement, il y a un suivi psychiatrique effectivement qui donne des résultats, mais bon aussi il y a des perdus de vue après qui reviennent après quoi, parce que finalement c'est des gens qui sont coupés de tout, qui ne peuvent même plus rester dans leur groupe, qui divorcent quand ils sont mariés, parce qu'après, ils sentent que c'est insupportable qu'ils se portent des gens.
Donc vraiment encore merci, votre thème est très très intéressant et voilà, c'est le petit truc que je voulais apporter à votre émission. Merci. Merci, merci, docteur Il Dembélé. faudra payer, hein. Vous en avez eu 2 pour le prix d'un. Hein. Ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, clairement. Allez, bonne soirée. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci, docteur Dembélé. Madame Dembélé, merci beaucoup pour cette contribution très intéressante. Docteur Ismaël, Oui, si tu me permets, je pense que monsieur, madame Dembélé, Madame Dembélé, vous pouvez quitter la conversation, le live, s'il vous plaît. du coup, je Merci pense que beaucoup. j'aimerais bien les inviter aussi lors d'un live parce que j'ai tellement appris et c'est mind-blowing en fait. J'y pensais pas. J'y pensais Ouais. pas. Autant j'en ai appris dans le live en discutant avec vous, autant son intervention chamboule tout. Et je pense qu'il y a matière en fait à faire encore un autre live pour parler uniquement de la dimension psychologique. Ça pourra se faire chez toi, chez moi. Wow. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir. Merci, Madame Dembélé, docteur Dembélé, merci beaucoup. Vraiment, on a été gâtés ce soir. Oui. Franchement, je confirme, je confirme. C'était une belle intervention, c'était très instructif et ça nous pousse à revoir notre manière d'aborder ou de recevoir les patients qui viennent en consultation pour une mauvaise haleine. Merci beaucoup. Alors, docteur Sonia demande, ça c'est pour Morel, hein. Docteur, pouvez-vous nous dire la manière la plus adéquate pour se brosser les dents, s'il vous plaît? Attends, hein. Ce qu'on va faire, on va résumer tout ça. Bonsoir, comment peut-on empêcher que ça arrive, la mauvaise haleine? Donc, tout ça, docteur Morel va nous donner des conseils à lutter contre, des conseils pratiques pour aider à lutter contre la mauvaise haleine. Donc, pour avoir une bonne haleine, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Comme conseil, voilà. Donc, pratico-pratique. D'accord, ça marche. Alors, merci beaucoup pour les questions. Ça veut dire tout simplement que vous suivez et que vous y apportez quand même de l'intérêt, en fait. Donc, voilà. J'ai noté donc les questions posées et je pense qu'il y avait une première qui parlait d'enfants. Comment est-ce qu'il faut faire accepter le brossage aux enfants? Je vais d'abord répondre à la question qui parle de la bonne méthode avant de passer à la question sur les enfants et finir ensuite par comment faire pour éviter la mauvaise haleine, histoire que vous puissiez rebondir dessus pour également faire vos apports. Donc déjà, concernant la bonne méthode pour se brosser les dents, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles. Quand je dis il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs auteurs qui ont décrit des façons de se brosser les dents. Moi, je vais vous parler de celle que j'utilise et qui, à mon sens, est la meilleure et la plus efficace. La bonne méthode pour se brosser les dents, je pense, je l'aborde très souvent dans mes vidéos. Du coup, si vous allez sur mon profil, ma dernière vidéo, j'en parle, je montre, exemple à l'appui, etc. Si vous allez sur YouTube ou que vous tapez la monture d'un dentiste, vous trouverez également des vidéos où j'ai déjà fait des démonstrations. Et pour ceux qui sont sur Dakar, on pourra organiser aussi, je prévois organiser un atelier de brossage dentaire pour ceux qui sont sur Dakar, indépendamment des campagnes médicales durant lesquelles des collègues, que ce soit moi ou d'autres personnes, expliquent comment faire. Grosso modo, la bonne méthode pour se brosser les dents, c'est une méthode en fait où vous tenez votre brosse à dents comme ça. Ça aurait été sympa que j'en ai une à côté. Malheureusement, je ne suis pas chez moi. Vous tenez la brosse à dents comme ça et vous allez éviter ça, comme ça. C'est absolument pas efficace. C'est ce que beaucoup de gens font, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit partout. Et c'est mauvais à plusieurs points de vue parce que déjà, de un, c'est pas efficace et de deux, vous vous rendez malade. Donc, c'est absolument pas efficace. La meilleure méthode pour se brosser les dents, c'est la méthode verticale. Encore une fois, je vais vous
vous faire un petit dessin rapide. Ne vous moquez pas. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et le nom de la méthode, vraiment, vous allez m'excuser, mais j'ai pas gardé, j'ai pas gardé particulièrement. Mais on va supposer que, j'espère que vous voyez correctement. On va supposer que ça, en fait, c'est les dents. C'est la partie qu'on voit au niveau de la bouche. Donc ça, c'est la couronne, c'est la partie visible. Et plus haut, c'est la gencive. Donc pour vous brosser les dents, vous gardez votre brosse à dents comme ça. Si je suppose que cette partie-là, ce sont les poils de la brosse à dents, vous gardez ça comme ça, vous les mettez légèrement obliques. Dans la description de la méthode, on parle de 45 degrés, etc. Je pense pas que vous ayez un rapporteur pour mesurer l'angle exact. C'est juste que vous avez la brosse à dents qui est d'abord retournée vers le haut et le mouvement se fait dans le poignet, en fait. C'est pas comme ça. C'est dans le poignet. Donc, vous faites ça. Donc, ça va ressembler à ça, en fait. Comme ça. Vous voyez? Donc, c'est dans un premier temps vers le haut. Ensuite, vous inclinez, vous appuyez sur les dents et vous faites ça. Si vous commencez à vous brosser les dents comme ça, vous allez remarquer que déjà, ça va vous soulager. Si vous aviez mangé de la viande, du poisson ou n'importe quoi qui s'était coincé entre les dents, vous allez remarquer que les poils de la brosse à dents vont pouvoir entrer entre les espaces interdentaires. Donc, entre les dents, on parle d'espace interdentaire. C'est aussi des lieux de... C'est aussi des lieux où on va retrouver beaucoup de caries. Parfois, quelqu'un peut avoir la carie sans savoir en se disant non, je sais pas, de trou noir au niveau des dents. Parfois, la carie, c'est entre deux dents comme ça. Et quand c'est comme ça fait encore plus de dégâts que quand c'est au niveau de la face occlusale. On parle de face occlusale chez nous, les dentistes, mais la face qui permet de broyer les aliments, là. C'est généralement là qu'il y a des caries, en fait, parce que ce sont des faces qui ne sont pas lisses. Il y a plein de trous. Donc, en se brossant les dents comme ça, tac, 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 on ne nettoie pas, en fait. Donc, même avant de parler de la méthode, il y a aussi le matériel. Un bon brossage, c'est un bon matériel et une bonne méthode. La méthode, on vient de la voir. Encore une fois, vous mettez les poils de votre brosse à dents vers le haut, vous inclinez légèrement, vous appuyez sur les dents et vous faites ça. Et ça sort, tout simplement. Et il faut à chaque fois aller de la gencive vers la dent. Donc, si c'est pour les dents du bas, ça va plutôt être comme ça. Cette fois-ci, les poils de votre brosse à dents seront vers le bas et du coup, vous faites ça pour pouvoir sortir en fait les déchets. Vous faites ça sur toutes les faces. Pas toutes les faces, mais plutôt toutes les dents. Les faces vestibulaires. La face vestibulaire, c'est la face qu'on voit. C'est la face qui est dans le vestibule. Enfin, voilà, ce sont nos termes à nous. Donc, vous faites ça, en fait. Même à l'intérieur, vous faites ça. À chaque fois, en fait, vous faites ça pour sortir, en fait, les débris. Et lorsque vous êtes au niveau des incisives, par exemple, la brosse à dents, du coup, elle est plutôt comme ça. Vous toujours un regard vers le haut, vous ouvrez la bouche et vous faites toujours le même mouvement oblique. L'idée, en fait, c'est que les poils de la brosse à dents puissent entrer entre les espaces interdentaires et nettoyer. Donc, vous faites ça, en fait. Comme ça. Et en bas aussi, vous faites pareil. Si vous vous sentez plus à l'aise, en fait, vous pouvez faire ha. En haut, c'est même plus facile. Vous faites ça. Mais en bas, vous ne pouvez pas faire. C'est un peu plus compliqué. Donc, c'est à vous de trouver, en fait, de quelle façon est-ce que vous vous sentez habile, en fait. Habile. Voilà, je vous ai expliqué le principe. Une fois qu'on connaît le principe, on peut aisément obtenir le résultat. Et au niveau des faces occlusales, là, vous pouvez maintenant faire le A que vous voyez dans les films, là, comme ça, enfin, d'avant en arrière, d'avant en arrière, vous faites ça en haut et en bas. Donc, pour les faces à l'intérieur aussi, c'est pareil. Toujours la brosse à dents comme ça, et vous sortez à chaque fois. L'une des astuces que je propose en général et que j'applique moi-même, c'est d'utiliser la langue et de la passer en fait sur les dents. J'ai pour coutume de comparer les dents aux assiettes, toujours. Déjà, lorsqu'on va manger, en fait, on lave l'assiette après avoir mangé. Avant de manger, on va juste la rincer. On se sert et c'est après, en fait, qu'on lave avec l'éponge et le savon. C'est exactement ça avec vos dents. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour
après avoir mangé. Le après a tout son sens, en fait. Et on va en parler plus tard, un peu plus loin, enfin, au niveau des moyens pratiques, en fait, pour éviter la mauvaise haleine. Donc, c'est ça, dans un premier temps, pour le brossage. J'ai parlé des bons instruments tout à l'heure. Les bons instruments, c'est la bonne brosse à dents. Les brosses à dents avec les poils durs, c'est purement marketing. Je pèse mes mots. Je fais très rarement d'affirmations tranchées, en fait. Très, très rarement. Mais enfin, depuis 2012 que j'ai mon bac et que j'étudie la chirurgie dentaire jusqu'à mon doctorat et tout ce que j'ai l'habitude de fouiller et tout ça, les brosses à dents à poils durs, c'est purement marketing. Dans ce sens que ça ne vous fait que du mal. Vous avez certes l'impression d'avoir des dents plus propres. C'est comme, en fait, utiliser, vous voyez la brosse avec laquelle on lave on carreau ou quand on veut laver sa douche, là, il y a le gros manche brosse bosse avec la grosse brosse, en fait, au poil bien dur qu'on prend pour nettoyer. C'est un peu ce que vous faites, en fait, à vos dents. Donc, si on considère que les dents sont des assiettes, imaginez que vous prenez, en fait, ça pour nettoyer des assiettes. Même là, partir trop loin, imaginez que vous prenez le grand écran, comme on dit chez nous en fond, l'éponge en fil de fer là, que vous prenez, que vous nettoyez une assiette en porcelaine avec. Vous êtes juste en train de gratter. Tout va partir en fait. Donc, c'est exactement ce que vous faites. Et c'est justement pour ça qu'à partir d'un certain âge, les gens ont une sensibilité dentaire. On dit non, je vieillis, je vieillis. En gros, c'est juste que tu as passé toute ta vie à mal te brosser les dents. Et donc, ça gratte les mailles, ça gratte les mailles, ça gratte les mailles. Et au bout d'un moment, vous n'en avez plus, ou presque plus, alors que les autres structures de la dent ne sont pas faites pour être en contact avec justement le milieu extérieur. Donc, ça va être des personnes qui ne pourront même pas sourire dans une pièce fermée avec la clim. C'est pas possible. C'est des gens qui ne pourront pas boire de l'eau, c'est des gens qui ne pourront pas prendre de la glace. Et c'est dommage, en fait, tout simplement parce que vous avez passé votre temps à graisser, Merci. tu vois. En gros, c'est un peu ça. Et ça fait également très mal à la gencive. Et du coup, comme on a dit tout à l'heure, la gencive va se retirer et laisser apparaître la racine. La racine aussi n'a pas été faite pour être en contact avec le milieu extérieur. Donc, enfin, c'est vraiment des informations dans d'autres informations, dans d'autres informations. Voilà, j'aurais aimé en fait que ce soit clair. Donc, pour en revenir au sujet principal, les bons outils, c'est d'utiliser une brosse à dents avec des poils semi-souples. Donc, pas trop dur, pas trop souple. Les brosses à dents vraiment très souples, c'est pour d'autres occasions. Mais pour une hygiène de tous les jours, c'est semi-souple. Ce que moi, je fais personnellement, lorsque je veux acheter une brosse à dents, s'il y a des échantillons, c'est plus facile. Sinon, vous en achetez plusieurs, vous trouvez votre marque et vous restez dessus, vous ne changez plus. Vous prenez une brosse à dents et vous la passez en fait sur le dos de votre main. Si cela ne vous fait pas mal, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer en fait en bouche avec. C'est-à-dire que ça va être assez doux pour votre gencive et assez dur, je ne veux pas dire dur, mais en tout cas, ce sera assez efficace pour nettoyer vos dents. Et les brosses à dents qui ont des poils durs ne peuvent pas faire ce mouvement de rotation-là. En fait. Vous ne pouvez pas. Les poils de la brosse à dents ne pourront pas entrer entre les espaces interdentaires. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ont du tartre justement entre les espaces interdentaires. Parce que la brosse à dents n'arrive pas en fait à faire sortir les débris à ce niveau. Donc voilà. Concernant le dentifrice, ça c'est vraiment très personnel. Vous trouvez votre marque et vous restez dessus. En général, tout ce qui est dentifrice, en griffe améliorée pour je sais pas, enlever la mauvaise haleine ou quoi, rendre les dents blanches, etc. C'est juste du marketing en fait, autre chose. Donc, enfin, sauf si vous aimez claquer l'argent, dites-moi, je crée ma marque Ta marque. et vous venez dépenser l'argent chez moi en fait. Je vous vendrai ça avec plaisir. Mais sinon, c'est juste euh, un dentifrice qui vous convienne et enfin, discutez-en avec votre dentiste aussi en fait. Sinon, les dentifrices font partie pour le moment, à l'heure actuelle, du domaine de la cosmétique et donc n'ont pas la même réglementation que les médicaments.
alors que ça fait partie de la santé. Donc, les gens peuvent se permettre un tout petit peu de faire tout et n'importe quoi en vous vendant des brosses à dents trop dures, des dentifrices, vraiment, c'est pas la peine. Il y a certaines marques qui me viennent en tête là tout de suite. Je pense que Attention, attention. non, 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 Attention. ça me rappelle juste certaines choses en fait. Donc, des dentifrices qui vont vous coûter peut-être 100 francs, 200, 300, 400 maximum. On se dit qu'ils utilisent ça et tout, mais en vrai, vous-même, quand vous finissez de vous brosser les dents, vous sentez que, enfin, voilà quoi, c'est pas la peine. Donc, c'est plus, c'est relatif. Utilisez un dentifrice avec lequel vous vous sentez à l'aise. Je sais que j'ai beaucoup développé, mais pour moi, c'est important que les gens puissent comprendre le principe et puissent se débrouiller seuls, en fait, après. Donc, ça, c'est pour la bonne méthode de brossage. Donc, c'est les bons outils et aussi la bonne méthode. Tout à l'heure, avant que Dr Dembélé, je me posais une question par rapport au bain de bouche. Je Oui. sais, on abuse de ton temps là. J'ai bientôt fini. La question par rapport au bain de bouche, en fait. Docteur, Oui, une question, s'il te plaît. oui. La durée de vie normale de la brosse à dents, puisqu'on parle du Ah, matériel. Si tu as une merci brosse à beaucoup. dents, quelle est sa Merci durée? de, de m'avoir posé la question. J'ai fait un article sur mon site morelaguerre.com où j'explique avec les principes et tout. Donc, vous pourrez mieux comprendre parce que le live, je pense, on a beaucoup duré. La durée de vie de la brosse à dents de façon classique, on parle de 3 mois. Je dis on parle de 3 mois parce que certains auteurs parlent de 2 mois, certains parlent de 4 mois. Donc, la moyenne, c'est 3 mois. Mais quand changer sa brosse à dents, en fait, pas attendre forcément les 3 mois si la brosse à dents se retrouve dans certains états et tout. Donc, je vous laisse aller au niveau de mon site. Je sais Tu peux pas. l'écrire en commentaire. Après, je vais poster le live. Je vais poster le live et tu pourras l'écrire en commentaire, le lien pour accéder au site et avoir de plus en plus d'informations par rapport à toutes ces Ça recommandations. Ça marche. Déjà, excusez-moi, il y a pas beaucoup de contenu au niveau du site. Je pense que j'ai juste écrit un seul article au niveau du sujet de la santé bucco-dentaire, mais j'y travaille, ça viendra. Mais cette question en particulier, là, elle est bien détaillée, en fait, tu vois. Donc, de façon classique, on dit 3 mois, mais il y a Vraiment. certains, en fait, qui font que vous devez changer tout de suite de brosse à dents, ça devient une urgence. En cas de maladie, en cas de voyage, par exemple, voilà, ou quand la brosse à dents ressemble à, comme le docteur Yann le dit, à une brosse à dents qui a fait la guerre du Vietnam. Ça, il faut changer. Donc, et c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. On pourrait en parler encore Ouais, et encore. ouais. Donc, voilà, en fait, les brosses à dents qui durent un an, en général, c'est les brosses à dents durées. Vous ne vous faites aucun bien. Au contraire, même une brosse à dents trop longtemps peut être également un facteur de mauvaise haleine. Oui. Vous prenez une brosse à dents qui a trop duré, vous sentez, et vous me direz, en fait. Une brosse à dents qui est clean, qui est correcte, en fait, vous sentez pas une odeur nauséabonde, en fait. Quand ça commence à sentir mauvais, pardon, ne vous mettez pas ça dans la bouche. Donc, concernant le bain de bouche, c'est vrai que le bain de bouche, en fait, est un complément au brossage. Mhm. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de bourrage alimentaire, etc., si vous faites partie de ces personnes-là qui ont des poches entre les dents ou des trous entre les dents qui font que, voilà quoi, en fait, vous avez des aliments qui coincent, utilisez le fil dentaire. Il y a le fil dentaire monté sur arc, c'est-à-dire le fil dentaire va ressembler à ça. Je sais, je dessine beaucoup. Grossièrement, ça va ressembler à ça. Le fil même sera ici. Et vous avez le fil, tout simplement. Le fil tout simple, en fait, c'est le plus efficace. Il va partout. Mais il est un peu difficile à manier si vous n'êtes pas habile de vos doigts. C'est pour cela qu'il y a le modèle monté sur arc. Et les fabricants, ils sont pas bêtes. Ils savent que malgré tout, les gens ont toujours le réflexe de piquer. Donc, quand vous achetez, en général,
fil dentaire là monté sur arc, ils vous font un petit truc crochu ici. Et tu vas voir, les gens achètent le fil dentaire, mais quand même utilisent le bout crochu là en fait pour voilà. Et c'est toujours le même problème. Donc en gros, c'est un peu ça. Donc concernant le bain de bouche, c'est un Oui. complément, il ne faut pas en abuser. Mhm. Simplement parce que le bain de bouche, en fait, l'huile tue toutes les bactéries au niveau de la bouche. Dans la bouche, on a les bonnes bactéries, on a les mauvaises bactéries. Et tu tues tout, en fait. Si tu tues tout, tu perds et les, les mauvaises bactéries Les et bonnes les aussi. te protègent, en fait. Mhm. Et donc, ça peut être la porte ouverte à des affections. euh, je pense notamment aux aftes. Je pense que le bain de bouche, tu peux l'utiliser pour contre ces pathologies-là. Mais si tu en abuses aussi, en fait, Ouais. c'est contraire, en fait. C'est l'effet Il y contraire. a un délai d'utilisation. Et Euh, en l'occurrence, préférer un bain de bouche sans alcool. oui, Parce que aussi, l'alcool parce que assèche, en fait, oui, la cavité buccale. Et ça peut être responsable d'une halitose après, comme on l'avait dit à l'entame de ce live. alors que le marketing qui est fait au niveau du bain de bouche, c'est justement pour éviter la mauvaise haleine. C'est pour ça que je Mhm. dis tout avec des pincettes. Si vous comprenez le principe, vous n'allez plus vous faire arnaquer, en fait. Vous n'allez plus vous faire arnaquer. Donc, en général, quand on prescrit un bain de bouche à quelqu'un, sauf si c'est, enfin, sauf cas de force majeure, sauf si, situation exceptionnelle, on lui dit quand le flacon finit, pardon, ma batterie est en train de faire pip, pip, pip. Ah oui, oui. Donc, Là, euh, lorsque la bouteille finit, vous pouvez arrêter ou utiliser le bain de bouche une fois par jour. Ça dépend de ce qu'on a ouais. trouvé. La situation est vraiment grave. On peut lui dire, bon, c'est 3 fois, enfin, à chaque fois que vous finissez de vous brosser les dents, vous en utilisez. Mais en général, on n'insiste pas trop. Et en plus, les patients ne sont pas très assidus non plus. Donc, enfin, voilà. On trop, en fait. Mais le bain de bouche, faut pas en abuser non plus. Et j'ai bientôt fini, t'inquiète pas. Concernant les enfants, comme je disais, en fait, je n'ai pas Oui. de réponse toute faite. J'ai pas de réponse toute faite. C'est drôle parce que cette question, on me l'a posée il y a moins d'une semaine, il y a juste quelques jours. Chez les enfants, vous me direz, hein, chez vous, comment vous faites. Chez les enfants, en fait, c'est tout simplement de rendre le brossage ludique. C'est tout simplement de rendre le brossage ludique. Donc, il y a des sabliers que vous pouvez trouver dans le commerce. Je sais qu'au Bénin, c'est pas évident d'en trouver, mais je pense qu'au Sénégal, ça doit être plus évident. Ou sur Alibaba ou sur Amazon, vous commandez où ça vient et tout. Sauf si je veux décider à vous en vendre, donc j'espère que vous allez acheter. Euh, donc, en fait, soit vous utilisez la méthode du sablier, soit vous mettez de la musique. Enfin, vous trouvez des façons de faire en sorte que ce soit drôle, en fait, pour vos enfants. Faites en sorte que ce soit drôle. C'est pour ça que je dis, j'ai pas vraiment de méthode toute faite. Chez certains parents, par exemple, on te donne une bonne fessée et je pense que les autres jours, tu ne voudras même pas, en fait, refuser de te brosser les dents, tu vois. Donc, c'est vraiment à chaque parent de pouvoir trouver la méthode. Après, ce que j'ai recommandé à celle qui m'a posé la question récemment, c'est d'aller voir le dentiste qui suit l'enfant. Donc, c'est important que votre enfant, dès ses premières dents, puisse aller voir un dentiste. Donc, c'est d'aller chez le dentiste et de lui poser le problème. Le dentiste connaît l'enfant, il a de l'expérience avec les enfants, il sera beaucoup plus à même, en fait, de proposer des stratégies de façon à ce que ce soit, voilà, ludique. L'autre chose aussi, c'est que les enfants sont très visuels aussi. Utiliser des brosses à dents qui donnent envie de jouer, etc. Ou vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle un révélateur de plaques. C'est vrai que c'est réservé aux dentistes, aux professionnels de la santé, mais vous pouvez utiliser par exemple du bissap bien concentré. Vous faites rincer la bouche à l'enfant ou bien même à vous-même et vous verrez en fait. Et donc la mission de l'enfant, ce sera de nettoyer bah, toutes les zones colorées en fait. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la bonne méthode, je disais faire passer la langue en fait sur les dents. Si votre assiette est propre, quand l'assiette est propre et que vous passez le doigt, il y a une certaine sensation en fait que ça a. C'est pareil aussi en fait pour les dents. Si vos dents sont propres, vous passez la langue, vous allez sentir que c'est propre. Et quand c'est pas propre, vous pouvez essayer cette partie. Sinon, la méthode du bissap bien concentré, ça pourrait fonctionner.
voilà, ou du révélateur de plaques si vous en trouvez. Parfois même, il y a certains bains de bouche, je crois, qui en ont. Et donc, vous utilisez, ça vous montre. Donc, voilà. Après, il ne faut pas non plus en abuser parce que sinon, vous colorez vos dents. Et ça encore, c'est un autre, c'est encore autre chose. Voilà, c'est un autre problème. Et comment éviter la mauvaise haleine? Tout simplement, c'est d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Brossage des dents avant d'aller dormir, c'est le plus important. Vous oubliez tout, ça, vous ne devez pas l'oublier. Avant d'aller dormir, la dernière chose que moi je fais, c'est prendre une douche et me laver les dents. Toujours, toujours, toujours. Et aller voir régulièrement aussi un dentiste. Donc, lui, en fait, le dentiste peut anticiper, en fait, certains problèmes. Désolé d'avoir beaucoup parlé Non, encore. non, c'est très bien. Et je vais rebondir. Voir un dentiste. Alors, détartrage, le rythme de détartrage en moyenne par Le an. de détartrage, on propose de faire un détartrage 1 à 2 fois par an. Encore une fois, c'est au dentiste en fait de décider en griffe, si je peux le dire ainsi. De Chez certaines, proposer. oui, de proposer 1 fois par an chez certaines personnes, c'est suffisant. Pour d'autres, non, il faut faire plus. D'accord. Et il y a Christian qui dit, et si la brosse peut durer 1 année, on fait comment? Ben, on la Ah, jette quand même, Christian. On peut, on peut emprunter la brosse à dents de son mari exceptionnellement. Ah non, par contre, non. N'est-ce pas, Morel? c'est drôle parce que je prépare une vidéo sur. Enfin, j'ai déjà fait la vidéo. J'ai déjà fait la vidéo. C'est que entre mes nombreux va-et-vient, j'ai beaucoup de mal en fait à finir le montage, mais c'est quasiment terminé. Ok. Enfin, vu que ma batterie est déchargée, qu'on a pris beaucoup de temps, je pense Ouais. que simple en fait, c'est que c'est d'attendre que la vidéo sorte. Je vais enfin, faire violence sur moi-même pour que ça sorte le plus tôt possible. Ça ne saurait tarder. Mais sinon, je te dirais que c'est très personnel en fait. Oui. En fait, c'est relatif. Si tu te sens Mhm. à l'aise, tu le fais, mais avant de le faire, en fait, il y a certaines choses que je te propose en fait de faire avec la brosse à dents avant de la mettre en fait dans ta bouche. Mais sinon, moi, par exemple, je ne le fais pas. Ça, c'est clair. Oui. Est-ce que le bain de bouche peut accessoirement remplacer le brossage de dents après un repas? Je suppose que peut-être quand tu es dehors, peut-être, et que tu as un bain de bouche, accessoirement, Morel, quel est ton avis? Le bain de bouche, Oui. il remplace le brossage. Le bain de bouche est un adjuvant. Il aide en fait Mhm. à améliorer l'efficacité du brossage. Donc, il ne peut pas le remplacer. Par Très bien. contre, Mhm. brossage, c'est en moyenne 2 fois par jour. Du coup, si tu es dehors ou si tu es de garde, par exemple, ou si tu vas te brosser, tu peux l'utiliser. Comme je dis, ça permet de tuer les bactéries, mais ça ne donne jamais la même sensation qu'un brossage. Une brosse. Enfin, un brossage, quoi. Ok, très bien. Merci, je pense on va mettre fin à cela, sinon on finira jamais. D'habitude, c'est 1 heure qu'on fait, mais là, on a battu les records. Et la nouveauté pour cette édition, effectivement, c'est que vous avez la possibilité d'intervenir, un peu comme Madame Dembélé et Dr Dembélé l'ont fait. Vous avez la possibilité, on peut vous prendre en fonction de l'heure et tout, pour de petites interventions. Tout ça, ça nous permettra, que vous soyez professionnel de la santé ou pas, hein, tout ça, ça nous permettra aussi d'avoir vos avis sur la question. Merci Morel, merci Aldo. Euh, alors, mot de fin, je pense que ta batterie ne te permettra de nous dire un petit mot avant que je puisse conclure, fermer la session. Et Non, enfin, mot de fin, je ne sais pas faire court, hein. Mot de fin, déjà, les patients, c'est tout simplement de prendre conscience, en fait, d'eux-mêmes, parce qu'on ne prend pas assez conscience de soi. Lorsque vous prenez conscience de vous, de que chaque chose, en fait, qui constitue votre corps humain, qu'il faut en prendre soin, il y a beaucoup de choses que vous allez éviter de faire. Et lorsque vous allez voir un professionnel de la santé, dites-lui tout. Votre professionnel de santé est euh, tenu par le secret médical. Il faut tout lui dire parce que c'est avec ce tout-là que nous, il va vous soigner. Si vous parlez trop, il saura vous guider pour avoir ce qu'il veut.
mais ne faites pas d'économie en fait de vérité. Allez régulièrement voir un dentiste, même si c'est une fois tous les 2 ans, même si ce n'est que ça, véritablement, n'hésitez pas. Lorsque vous avez un problème, arrêtez vos traitements 2 à 5 francs dans les... Enfin, vous gaspillez plus d'argent qu'autre chose, en fait. Vous gaspillez plus d'argent qu'autre chose. Et à l'endroit de mes collègues, en fait, peu importe la spécialité, comprenons que le patient, c'est un tout, c'est un ensemble. Sincèrement, l'intervention de Dr Dembélé, enfin, pour moi, c'était juste waouh, en fait. On n'y pense pas. Donc voilà, c'est juste cette petite sensibilisation-là que j'avais à faire. Suivez le docteur Ismaël pour ceux qui viennent de chez moi ou de chez Dr Aldo. Suivez Ismaël, suivez moi aussi, suivez Dr Aldo. Voilà, c'est ce que je peux dire avant que ma batterie ne pleure. Morel, une seconde. Une question qui m'est parvenue tout de suite là. Tu me réponds en 4 secondes. Peut-on remplacer la dentifrice par du bicarbonate pour se brosser? Alors, parmi les composants du dentifrice, vous avez du bicarbonate aussi. Après, le bicarbonate, par exemple, on peut l'utiliser peut-être chez les enfants pour se brosser les dents. Mais c'est pas conseillé d'utiliser le bicarbonate en fait brut comme ça, parce que c'est un agent abrasif aussi. Les gens qui parlent tout le temps de blanchiment dentaire sur TikTok et autres vont beaucoup vous parler du bicarbonate en fait, mais c'est très mauvais comme utilisation à long terme. Si vous voulez utiliser du bicarbonate 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Si vous faites plus que ça, vos gencives vont vous parler. Vos dents aussi, au bout d'un moment, vont vous parler. Et je vous dis, je l'ai déjà essayé. Donc, tout ce dont je parle là, quand j'affirme en général, c'est que j'ai essayé. Je fais beaucoup d'expériences. Donc, non. Occasionnellement, oui, mais pas que ce soit une habitude. Très bien. Merci Morel. Aldo, mot de fin. Mon mot de la fin, c'est un merci pour ce live qui a été fort intéressant. Franchement, je regrette pas d'avoir partagé ce moment avec Morel et toi, et même avec monsieur et madame Dembélé, docteur Dembélé. Donc, moi, mon mot de la fin, c'est un merci. Franchement, c'était très intéressant. C'est la première fois qu'on fait un live de plus d'1 heure de temps et on n'a pas fini, on est arrêté. Ah oui. Lui, t'étais la batterie de Morel, je pense que... le sujet est très intéressant, en fait. Ouais. Le sujet est intéressant. Et j'ai lu ça dans certains commentaires. Ils ont dit, franchement, ce live est très instructif, très intéressant. Donc, merci à toi, Morel. Merci à toi, Ismaël. Et on se dit à bientôt. Merci à vous. Morel, Aldo, merci pour votre spontanéité. Merci pour ce live très instructif. Merci à Dr Dembélé, à Madame Dembélé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Oui, suivez-nous, follow us. Et je dirais que, en conclusion, la litose reste une pathologie peu abordée et pose un problème de diagnostic positif, mais aussi étiologique dans notre contexte où on peut avoir des causes d'origine dentaire, d'origine ORL, d'origine digestive, d'origine psychologique, métabolique et que dis encore, voilà. Et même iatrogène lié à certains médicaments, on n'a pas abordé ce volet et aux aliments. Donc, merci à tous. Merci à Sonia, Philly, Ziggy, qui a rejoint le live, Albéric, Solène, Marina, Yann. Merci Yann pour tes interventions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci encore. Bye bye. Bonsoir.